bien sûr que je reçois en consultation des femmes qui viennent parce qu'elles ont découvert la consommation de pornographie de leur mari et que ça les choque par rapport aux valeurs profondes. Il existe une loi qui dit que si une femme boit 2 verres d'alcool, son consentement pourrait être remis en question. Donc tu vas à un date en tant qu'homme, tu lui offres 2 verres, tu pourras avoir des soucis par rapport à la loi par la suite. Vous n'allez pas me croire, mais honnêtement, quand un couple vient et me partager une situation où il y a de l'infidélité, je peux vous dire hyper rapidement, quelques secondes, quelques minutes, s'ils vont réussir à réparer le lien ou si ça va s'arrêter. Beaucoup de couples s'arrêtent au moment où il y a une infidélité. Or, l'infidélité ne signifie pas toujours la fin de la relation. Bonjour Thérèse. Bonjour Antoine. Quel honneur que tu sois avec moi aujourd'hui. Tu fais tous les plateaux de télévision en ce moment pour tes 2 livres que tu as sortis. Ouais, c'est chouette. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'aller le partager un peu à droite à gauche. Et c'est pour ça que j'écris des livres, moi. J'écris des livres pour aller en parler dans les médias, pour alerter l'opinion publique sur les sujets que je défends. Wikipédia dit de toi que tu es né à Bruxelles, ça c'est juste. Que tu es essayiste et sexologue belge. C'est vrai, et je suis aussi thérapeute de couple. Et thérapeute de couple. Que tu es proche du mouvement catholique. Alors, c'est pas que je suis proche du mouvement catholique, c'est que je viens d'une famille très catholique et que j'ai beaucoup d'amis qui sont catholiques et voilà, et je suis en général par une partie de la communauté catholique très aimée et une autre partie complètement détestée. Donc non, la communauté catholique n'est pas unanime derrière moi, loin, loin, loin de là. Parce que j'ai commis le pire des crimes, c'est que j'ai divorcé. Et dans la communauté catholique, ça c'est très très grave. Donc non, je ne suis pas l'unanimité chez les catholiques. Et ça se termine par, elle est principalement connue pour ses positions parfois qualifiées d'alterféministes. Il faudra que tu m'expliques ce que c'est, s'opposant à la pilule contraceptive et au sexe avant le mariage. Ouais, alors là, incroyable d'associer mes prises de position par rapport à la contraception comme problématique par rapport au féminisme, parce que ce que je dis, c'est qu'il y a un énorme scandale, c'est qu'on propose un médicament pour des femmes qui sont pas malades, avec des risques d'AVC, des risques de mort, des risques d'embolie pulmonaire, etc. Enfin, beaucoup de problèmes. Et donc, je pense que justement, ce n'est pas un emblème du féminisme que cette contraception hormonale. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis assez controversée. Alors l'histoire du sexe avant le mariage, c'est assez drôle, je sais pas pourquoi on me dit avec ça, parce que c'est pas vraiment du tout ce que je prône en particulier. Par contre, je pense que ça peut être très intéressant de prendre le temps avant d'avoir une relation sexuelle, à prendre le temps de créer une relation de confiance, une relation vraiment où on se sent en sécurité. Et c'est vrai que la question de l'engagement peut sécuriser beaucoup de personnes pour en fait après vivre une sexualité épanouie. Donc en tout cas ça je le pense profondément. Un sujet sur lequel on t'interviewe souvent, c'est le fait que les Français ne font plus l'amour. Tes 2 livres parlent de ça et il y a eu un sondage en février 2024 qui explique que oui, statistiquement, les Français font moins l'amour, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient en couple ou célibataires. Globalement, on a l'impression que les gens ne se retrouvent plus aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de ça en étudiant plusieurs points ensemble. Et pour commencer sur le premier point, j'ai l'impression qu'on communique mal aujourd'hui. J'aimerais te montrer une vidéo et avoir ta réaction dessus pour que tu me dises, en tant qu'experte, ce que tu en penses. Oh, Quoi? tu peux s'il te plaît remonter ça? Mais tu Merci. fais quoi là? On remonte. Mais ça se porte pas comme ça. Je m'en fous, moi je veux que tu le mettes comme ça. Ça se porte comme ça. Tu fais quoi là? Ça se porte comme ça. Non, tu vas pas le porter comme ça. Moi je veux que tu le portes Mais tu es un malade. comme ça. C'est clair? Change de meuf. Est-ce que c'est clair? Moi je veux comme ça. Vas-y, on va s'embrouiller. Mais t'es pas content que je change de meuf, ok? Je le porte comme ça. Mais vas-y, je vais changer de meuf, tu as pleuré même. Ah bah, pff. Tu sais quoi? Tu veux pas monter ton soutien-gorge, je te jure que moi Mais c'est pas un soutien-gorge, c'est un t-shirt. Oui, ton t-shirt. Alors, Thérèse, ce que tu ne sais pas sur cette vidéo, c'est qu'en réalité, elle a fait un buzz gigantesque en France. Elle a été créée par 2 acteurs sur TikTok. C'est un couple qui se met en scène régulièrement, qui invente des situations. Ils postent ça sur leur TikTok. Mais sur TikTok, tout le monde sait que ce sont des comédiens et qui font de l'humour. Cette vidéo est reprise sur Twitter, donc X. Elle fait 8 millions de vues en quelques jours, c'était le 2 juin, et les gens s'insurgent avec des milliers de commentaires, chacun prend position dessus, et les gens prennent ça très au sérieux. Et ça montre qu'il y a vraiment un problème de société dessus. On se pose la question, on ne sait plus vraiment comment communiquer. À ton sens, comment est-ce que ce genre de situation peut être réglé? Comment est-ce qu'on peut mieux communiquer dessus? Elle est intéressante cette vidéo, parce que dans cette vidéo, on voit une jeune femme qui finalement prend cette position de femme adulte, parce qu'elle dit « si ça ne te convient pas, eh bien, dans ces cas-là, on arrête la relation
Et je trouve que ça montre une forme de liberté. Elle n'est pas dans une dépendance affective qui l'empêcherait finalement de dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Elle n'a pas peur d'être quittée par lui si les règles du jeu de leur relation ne lui convient pas. Et ça montre vraiment une grande maturité de sa part. Donc ça, je trouve ça très positif. En revanche, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est comme si elle ne prenait pas en considération le fait que son corps, la posture de son corps et la façon dont elle s'habille envoient aussi un message. En fait, c'est ce qu'on appelle le langage non-verbal. Et c'est très important de le comprendre et de l'intégrer. Je suis pas toute seule sur une île déserte à faire ce que je veux comme je veux, à me tenir de n'importe quelle façon ou m'habiller de n'importe quelle façon. En fait, il y a des messages que j'envoie. Et ce qui est très important, la seule chose, c'est de savoir si le message que j'envoie est en cohérence avec ce que je veux dire. Et parfois, on manque d'ajustement. On trouve un vêtement juste joli, mais on ne sait pas que ce vêtement, il va mettre en valeur certaines de nos formes, et c'est peut-être superbe, et donc ça va provoquer du désir sexuel. Si son intention est de provoquer du désir sexuel, elle est tout à fait dans le bon, et c'est génial. Si son intention n'est pas de provoquer du désir sexuel, là, on voit qu'il y a un petit côté un peu décalé. Imaginez. Moi, je suis thérapeute de couple, je suis sexologue, on vient en consultation, et je porte le même type de haut que elle. C'est un type de haut qui met vraiment en valeur les formes, etc. Bon, je suis pas sûre que ça m'aille beaucoup mieux. Je suis pas aussi bien foutue, mais bon, on va imaginer. Forcément, j'envoie un message à mon interlocuteur que, je peux provoquer son désir sexuel. Sauf que moi, au moment où je suis en thérapie, au moment où j'accompagne cette personne, ce n'est pas du tout le message que je veux envoyer. Par contre, quand j'ai un rendez-vous, j'ai une date avec mon homme, avec qui j'ai envie d'avoir une vie sexuelle épanouie et je veux provoquer son désir sexuel, ce haut est tout à fait approprié. Donc pour moi, c'est une question de contexte. Est-ce que c'est le lieu approprié pour s'habiller de cette façon? Le grand problème qu'on voit dans cette vidéo, c'est la façon dont ce jeune garçon va exprimer l'émotion désagréable qu'il ressent en voyant sa copine s'habiller de cette façon-là. Et qu'il ressente une émotion désagréable, un malaise, de la jalousie, jusque-là, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, mais c'est la façon dont il va le communiquer. Le problème, c'est que là, il va lui imposer sa vision des choses et il va juger son comportement. Et là, forcément, on vient au conflit. Et ce qu'il faut apprendre dans une relation, c'est à exprimer ce qu'on ressent de façon non violente. Voilà ce que je me raconte comme histoire, voilà ce que je me dis. Moi, quand je te vois porter ce vêtement-là, par exemple, je me dis, t'as envie que d'autres hommes te regardent. Donc par exemple, plutôt que de dire ne t'habille pas comme ça, habille-toi différemment ou remonte ton truc, c'est peut-être de dire quand tu t'habilles comme ça me rappelle un moment désagréable où j'ai été trompé, où on s'est séparés et je me sens pas très à l'aise. Et du coup, on en parle et chacun donne un peu ses ressentis plutôt que de montrer l'autre du doigt. Ouais, c'est vraiment très très important pour arriver à bien se comprendre et aussi à se réajuster. Peut-être que cette jeune femme, en écoutant la position de son copain, elle va mieux comprendre ce qu'il ressent et elle va pouvoir se réajuster. Peut-être qu'au contraire, en l'écoutant, elle va dire « J'entends ce que tu me dis, mais moi je ne suis pas d'accord et je préfère qu'on arrête notre relation. » Mais on peut se parler de façon apaisée, de façon constructive, de façon respectueuse. Est-ce que la diminution des relations intimes est le signal d'une perte d'intérêt pour le couple au sens plus large? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution des relations sexuelles au sein du couple. En revanche, les gens ont toujours des rapports sexuels. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être aussi avoir une vie sexuelle par la masturbation. On a vu que les femmes n'ont jamais autant consommé de sextoys. Là, les ventes ont été complètement quadruplées en quelques années. Et donc, il y a aussi, il y a toujours une activité sexuelle. Mais ce qui est interpellant, c'est qu'elle n'est pas relationnelle. J'espère que vous comprenez cette différence. Donc on parle du sexe pour du sexe parce qu'on recherche le plaisir. On peut aussi avoir de la sexualité pour créer du lien avec un autre que soi, pour créer de l'amour, pour faire l'amour littéralement, quoi, faire en sorte qu'on s'aime plus et qu'on s'aime mieux. Je vais le dire de manière un peu vulgaire dit comme ça, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quoi. En fait, si on cherche juste son plaisir à soi, on va se dire que l'autre est plutôt un obstacle. C'est plus facile d'allumer son portable ou de prendre son iPhone, de regarder un porno et de se masturber plutôt que d'aller rencontrer une autre personne, d'aller faire en sorte de provoquer son désir, d'aller initier un rapport sexuel amoureux. Ça demande plus d'efforts. Et puis, c'est parfois aussi un peu décevant parce qu'on est face à quelqu'un, donc on doit s'ajuster. C'est pas toujours évident. Et on sent qu'il y a vraiment un désintérêt pour la sexualité vécue dans le couple au profit de cette sexualité plus centrée sur soi. En second axe, qui pourrait expliquer le fait qu'on a moins de relations intimes avec l'autre, comme tu l'as précisé, on voit une montée des extrêmes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si jamais, admettons, je vais sur Tinder et je vois une femme qui marque féministe, j'aurais tendance à swiper left plutôt qu'à la garder?
Effectivement, le féminisme, c'est chouette, comme tu dis, j'adore, c'est très belge. Je suis complètement belge, donc j'aime bien ce genre d'expression. Le féminisme, c'est indispensable, en fait, parce que c'est de simplement dire, effectivement, que les femmes méritent d'être entièrement respectées dans leur intégrité. Elles ont, voilà, et cette notion d'égalité qui est fondamentale. Après, aujourd'hui, en fait, on est dans un féminisme depuis, on va dire, la vague MeToo, qui a pris une tournure toute particulière. Parce que dans la vague MeToo, ce qui s'est passé, c'est que les femmes ont dit, elles ont libéré leur parole et elles ont exprimé toutes les fois où elles se sont senties agressées, où elles ont été réellement agressées, violées, harcelées. Et dans cette vague de libération de la parole, finalement, on a accumulé des récits racontant des moments où des hommes se sont mal comportés avec des femmes. À force de les entendre. Mais comme moi, tous les jours, vous allumez vos réseaux sociaux et vous voyez un nouvel homme qui est accusé de s'être mal comporté avec une femme. C'est du quotidien depuis plusieurs années. On nourrit d'une certaine façon un ressentiment envers les hommes parce qu'on se dit mais c'est pas possible autant de violence, autant d'agressivité envers les femmes. On peut dire qu'on est dans un féminisme du ressentiment envers les hommes à cause de toutes ces histoires-là, qui sont des histoires la majorité du temps vraies. Donc c'est normal d'être très en colère, c'est normal de condamner ces actes-là. Ce qui me pose vraiment problème, c'est que au lieu de se reconnaître temporairement comme une victime, là j'ai été victime et c'est grave, on entretient un peu ce statut victimaire parce qu'on se raconte ces histoires et à force de dire moi aussi, moi aussi, moi aussi, on a même l'impression qu'on ne peut faire peur au mouvement que si on était soi-même victime d'une agression sexuelle. Sinon, on ne peut pas comprendre ce mouvement-là. Et donc, ce qui est embêtant, c'est cette histoire de ressentiment envers les hommes, parfois même de haine envers les hommes. Et quand même, ces dernières années, sont sortis des livres avec des titres du genre « Moi, les hommes, je les déteste ». Imaginez l'équivalent. Moi, les femmes, je les déteste. Quel scandale ça aurait été. Bien sûr. On a un livre qui s'appelle Le génie lesbien avec Alice Coffin, qui a quand même écrit que les hommes sont des violeurs, sont des criminels, sont des meurtriers. C'est quand même, ça a pris quand même des proportions très importantes. Moi, en tant que féministe, je ne me reconnais pas dans ce féminisme-là victimaire. Je condamne totalement les actes d'agression, de violence envers les femmes. Mais je pense que le problème, ce ne sont pas les hommes en tant que tels. C'est la façon dont on va les éduquer, la façon dont on va les accompagner à devenir hommes. Et je pense que les hommes sont aussi victimes, d'une certaine façon, de certaines injonctions qu'on leur met en tête depuis qu'ils sont petits. Alors, tu parles parfois de féminisme et de néo-féminisme. Et ce que tu condamnes, c'est plutôt le néo-féminisme qui a tendance à ne pas vouloir que l'égalité, mais à vouloir bien plus. En gros, comme tu dis, les hommes sont des porcs qui ne pensent qu'à ça. Et tout d'un coup, les hommes, dans ces deux mouvements extrémistes, les hommes arrivent en disant « les femmes, c'est elles le problème, elles veulent nous dominer, nous prendre notre argent ». Et les deux clans, de manière un peu immature, se montrent du doigt. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est toujours cette position victimaire. C'est pas ma faute, c'est ta faute. On veut se trouver le coupable. Et je pense qu'on se plante complètement en essayant de dire que c'est l'homme le coupable ou la femme la coupable. Et puis, il y a un autre grand problème dans ce féminisme, ce qu'on appelle ce néo-féminisme, c'est que pour dénoncer ces violences sexuelles, qui sont tout à fait à dénoncer, mais il y a souvent l'usage du verbe être pour dénoncer ces agressions-là. Ça veut dire qu'on va dire, il est un violeur, il est un harceleur, il est un agresseur. Les hommes sont des violeurs, des agresseurs. Et donc, quand on dit qu'il est ou ils sont, ça veut dire que ça fait comme partie de leur identité, que ça ne peut pas bouger. Et on va réduire la personne à des comportements peut-être totalement condamnables qu'il a eu, mais c'est comme si tout le reste de sa vie était nié et qu'on va vraiment le réduire à ça pour en faire un monstre. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut jamais faire ça. En fait, il faut dire, cette personne a posé des gestes condamnable. Cette personne a eu des propos qui sont inadmissibles. Mais on n'est pas l'ensemble de ces gestes, de ces propos. Donc, vraiment, je vous encourage à faire très attention dans le vocabulaire, à ne pas utiliser le verbe être et de dire qu'il y a des choses qui ont été faites ou qui ont été vécues. Et ça, pourquoi c'est important ? Parce que sinon, c'est aussi une forme de violence, finalement, de juger une personne à cela. Puis alors, il y a une autre forme de violence, c'est que ces jugements se font, comme on dit, le tribunal médiatique. Alors, on apprécie ou pas cette expression, mais ce n'est pas le lieu. Nous sommes en France et nous avons une justice. Alors, on peut reprocher que la justice ne fasse pas bien son travail. Et ça, c'est un vrai problème. Et il faut dire, la justice doit bien faire son travail. On a besoin d'une justice efficace. Oui, absolument. Mais c'est pas parce qu'elle ne fait pas bien son travail qu'il faut, du coup, comme on dit, balancer les hommes. Parce que
je pense vraiment pas qu'on en sortira grandi en faisant ça, en balançant ces hommes comme ça sur la place publique. Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est une espèce de revanche qui nous fait pas grandir. Donc, il y a des tribunaux. Attendons que les personnes aussi soient jugées pour les condamner, parce que on salit aussi des personnes, parfois à tort. Il y a plusieurs hommes qui ont pu aussi être salis à tort, et c'est grave. Est-ce que tu as connu ça? Peut-être des amis ou des proches qui ont vécu ça, dont la carrière à tort a été brisée et leur vie probablement? Oui, alors moi j'ai vécu ça très personnellement, donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'est cher, donc j'ai vécu ça dans ma sphère personnelle, et puis en plus avec des amis, donc je connais ce que c'est aussi pour un homme d'être accusé, et je sais aussi ce que c'est pour une femme d'avoir une personne qu'elle aime qui est accusée. C'est extrêmement déroutant, c'est hyper compliqué comme situation. Il faut penser qu'il y a aussi des enfants derrière. Et en fait, c'est cette accusation parfois qui sort un peu de nulle part. Et après, on ne sait plus très bien quoi. En fait, tu accuses cet homme parce que il t'a fait un compliment et c'est ça qui t'a dérouté, ou est-ce qu'il t'a violé? Et on a l'impression que le compliment et le viol sont presque mis sur le même plan. Or, ce sont deux réalités très très différentes. Donc, même si le compliment n'était pas approprié dans cette situation de travail, ok, je l'entends, mais c'est pas pour ça que la personne est un violeur nécessairement. Mais quand tu entends la façon dont les femmes vont balancer certaines situations, pour un homme se faire accuser à tort, c'est une violence incroyable. Et on ne répare pas un sentiment d'injustice en provoquant de la violence soi-même. Donc attention à ces accusations-là, et surtout laissons faire la justice. Ça, c'est très important. Tu dis que c'est aussi, plutôt que d'accuser l'autre, c'est aussi le moment de prendre ses propres responsabilités. Changer son statut victimaire et enfin devenir adulte là-dedans. Les enfants, on doit les protéger, les adultes peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Je pense que aujourd'hui, là où il y a un vrai problème, c'est que on ne fait pas cette distinction entre les adultes et les enfants. Les enfants, ils ont besoin d'être protégés par les adultes. Donc, une situation d'agression sexuelle, une parole, un geste, les enfants ne peuvent pas se protéger eux-mêmes parce qu'ils sont encore dans un état d'immaturité. Ils ne sont pas encore capables de dire non à une personne de qui ils attendent peut-être de l'amour, de la reconnaissance. Ils ont peur des conséquences. C'est bien le propre de l'enfance, c'est qu'il y a encore cette situation de vulnérabilité. Quand on est adulte, on est censé pouvoir dire non. On est censé pouvoir dire ça, je ne veux plus jamais que tu me parles de cette façon, je ne veux pas que tu me touches de cette façon. On est capable normalement de se défendre. Et une femme adulte, elle est capable de se défendre. Actuellement, on met sur le même plan des situations de violences sexuelles qui ont été commises sur les enfants, de violences sexuelles qui sont commises sur les adultes. On est à une soirée en boîte de nuit, un homme commence à nous toucher. Je sais pas vous, mais moi je lui fous une baffe dans la figure, c'est tout. Et je dis mais tu me touches plus jamais comme ça. Je suis une femme adulte. J'ai pas besoin d'aller après le dire. Je sais que ça demande une certaine force, mais interrogez-vous. De quoi avez-vous besoin pour être beaucoup plus forte face à un homme qui a des paroles ou des gestes inappropriés? Et c'est aussi à soi se défendre ou après évidemment aller porter plainte. Mais attention à ne pas se comporter comme des enfants alors qu'on est adulte. Tu dis que parce que j'incarne quelque chose, je sais me faire respecter, je sais mettre des limites, il y a des chances qu'en face, ces limites, il y a des chances qu'elles soient plus respectées. Il y a quelque chose qui est assez cruel dans les relations, c'est que on peut dégager des émotions, des vibrations qui font qu'on va attirer à soi ce qui nous fait peur. Je m'explique. Vous avez déjà fait cette expérience que si vous avez peur des chiens, qu'est-ce qui se passe? Le chien vient chez toi. Vous avez déjà fait si tu as peur des chiens, le chien va te dire mais pourquoi est-ce qu'il vient chez moi? Parce qu'il sent que tu as peur. Et donc en fait, comme il vient chez toi, tu as encore plus peur, tu t'agites dans tous les sens et ce que tu redoutes, c'est-à-dire la morsure, pourrait arriver. Eh bien, dans nos relations humaines, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ressent. C'est-à-dire que si tu as peur, si tu es en état de fragilité personnelle, tu peux attirer à toi des personnes qui ressentent ta peur et qui vont voir ta fragilité. Si tu dégages une certaine force intérieure, un certain courage et d'être une certaine sérénité, tu ne vas pas attirer à toi des gens qui vont profiter de toi. Je sais que c'est très exigeant quand je dis ça, mais ça veut dire qu'on a aussi une responsabilité dans nos relations. Je ne veux pas dire que si on nous agresse et qu'on est responsable de cette agression, pas du tout. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on peut aussi, en gagnant en force intérieure, en prenant cette posture d'adulte, d'être responsable, d'être courageuse, finalement, avoir une protection interne. Pour en finir sur ce deuxième point qui est la montée des extrêmes, c'est-à-dire en gros les femmes contre les hommes et les hommes contre les femmes, est-ce que tu as aussi l'impression parfois, je ne citerai pas de nom, d'influenceurs ou de gens qui sont impliqués aussi en politique, qui peuvent récupérer
des mouvements comme le problème c'est les femmes, comme si elle voulait faire un peu de buzz. Et on se retrouve avec des femmes qui viennent lutter contre les femmes. Et donc on a cette montée un peu des extrêmes parce qu'en fait finalement on veut chercher donc un coupable. Et c'est vrai que moi ce que je propose c'est une troisième voie qui est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe, donc moins audible parce qu'on n'aime pas la complexité et on n'aime pas la nuance aujourd'hui. Et moi, je vois bien qu'il y a tout un mouvement de féministes qui me détestent aussi parce que justement, je prends ces prises de position peut-être plus nuancées par rapport aux hommes et surtout que je donne aussi un discours qui veut responsabiliser les femmes dans la relation. Voilà, c'est pour ça que il y a une troisième voie à trouver qu'on a un petit peu du mal à élaborer ensemble. Donc on pourrait dire que quelqu'un qui est toujours victime de l'autre ou des autres ou même de la société ou des hommes ou des femmes aurait un comportement assez puéril et devrait repenser sa façon de penser la chose pour ne plus se poser tout le temps dans une mentalité victimaire, mais arriver à prendre ses responsabilités. Donc on peut se reconnaître un moment victime d'un acte, bien sûr, d'une situation, mais très vite reprendre sa responsabilité, ne pas rester dans ce statut de victime. Et puis de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça ne m'arrive plus. Et ça, c'est vraiment une démarche finalement pour retrouver sa liberté et ne pas se maintenir dans ce statut-là. Parce que finalement, parfois, ça peut être aussi assez confortable d'être dans cette position victimaire et ça nous permet d'être dans un état un peu quand même d'immaturité, de se dire c'est pas à moi à changer. En fait c'est toujours la même chose, moi je le vois au sein des couples, je vous ai dit que je suis thérapeute de couple, t'as un couple qui arrive comme ça, il y a un conflit, c'est difficile entre eux et alors ils viennent te voir parce qu'ils espèrent que toi tu vas faire un peu le juge et dire qui a raison, qui a tort. Toujours, il faut que tu sois l'arbitre, ouais. Et ils sont tellement en attente de ça quoi. Et en fait ils se disent toujours si toi tu changes, moi j'irai mieux. Donc est-ce que tu peux changer s'il te plaît? Comme ça moi j'irai enfin bien. Et ce qu'on va leur apprendre dans la thérapie de couple, c'est que bah non, c'est pas ça. C'est si moi je change, moi j'irai mieux. Le changement, c'est à moi à l'opérer. C'est pas, j'ai pas à te l'imposer. Et je pense que ce qui se passe au sein des couples, qui est une petite école de la vie, eh bien est tout valable aujourd'hui aussi dans notre société. Je pense que si les femmes changent, si les femmes reprennent confiance en elles, si les femmes gagnent en sécurité intérieure, en liberté, elles se reconnectent avec leur puissance de femme, alors les hommes changeront et les hommes se comporteront bien avec elles. Le changement, c'est à nous à l'opérer. C'est pas de dire, vous les hommes, changez. Non, je vais déjà changer moi et je vais faire ma part du job. Et on parlait de féminisme, vraiment, je ne peux que vous recommander l'excellent spectacle de Florence Foresti qui s'appelle Boys, Boys, Boys. Je dis excellent parce que de mon point de vue, je partage toutes ses opinions par rapport aux relations hommes-femmes et le féminisme qu'elle défend. À la fin, elle a une conclusion qui est, à mon sens, merveilleuse. Elle dit aujourd'hui, les femmes, elles n'ont plus besoin des hommes, elles en ont juste envie. Et c'est magnifique, en fait, de se dire, moi, je suis pour ce féminisme-là, de gagner en force personnelle, en liberté, en confiance, pour se dire, en fait, si je suis avec toi, c'est pas parce que j'ai besoin de toi, comme une petite fille qui a besoin d'un papa, mais je suis avec toi parce que j'ai envie d'être avec toi. Ça me rend encore plus vivante, plus joyeuse, plus heureuse d'être avec toi. Et ça change tout dans la relation parce qu'elle est beaucoup plus libre et elle va être beaucoup plus saine, du coup, dans la façon dont on va la construire. Son spectacle était très bon, je l'ai vu aussi. Ça m'a aussi réconcilié avec elle, que j'avais moins apprécié sur ses derniers spectacles. Il y avait Motherfucker il y a 2-3 ans. Elle a aussi changé son équipe qui l'aide à rédiger ses sketchs et c'était très très d'actualité et j'ai adoré aussi. Ouais. Donc juste par rapport encore sur Florence Foresti, elle a un moment vraiment un sketch qui dit que comme si les femmes sont toujours victimes et les hommes sont toujours coupables, et ce qu'elle dit à très juste titre, c'est que en tant que femme, je peux aussi être coupable. En tant que femme, je suis aussi capable d'agression, même d'agression sexuelle. Je suis aussi capable de violer un homme. On n'y pense pas à ça, mais bien sûr que les femmes sont capables de violer, elles sont aussi capables de harceler. Alors c'est vrai que statistiquement, on va dire qu'elles sont moins nombreuses, mais elles en sont aussi capables. Et ce qu'elle explique bien, Florence Foresti, c'est une question de pouvoir. Et que le pouvoir, c'est souvent aussi lié à l'argent ou à la place dans la société. C'est pas tant une histoire de sexe, avoir un sexe d'homme ou un sexe de femme, c'est la façon dont je me positionne dans ma relation. En troisième point, hypothèse qui pourrait expliquer le fait qu'on a de moins en moins de rapports intimes, et on va parler des sites pour adultes. Tu as écrit 2 livres qui parlent à peu près de ça. En 2020, chez Albin Michel, tu as sorti « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Le sous-titre était « En 2030, les couples cesseront de faire l'amour ou pas ?» Et ton deuxième livre qui est sorti cette année s'appelle « Tout le monde en regarde », entre parenthèses ou presque, donc on voit de quoi on parle. « Comment le porno détruit l'amour ?» J'en ai parlé avec un diacre il y a quelques jours qui s'appelle Olivier Ponce et qui explique qu'en effet, les ravages des sites pour adultes et
sont colossaux et qu'aujourd'hui on est dans une forme d'information et que probablement les comportements vont changer par rapport à ça dans quelques années. Là où aujourd'hui on se dit, allez, c'est pas grave, je fais rien de mal, on ne réalise pas l'ampleur des dégâts qu'on crée sur le couple. L'ampleur des dégâts qu'on crée sur le couple, ça c'est sûr et certain, mais aussi sur soi d'abord, hein, parce qu'en fait ça vient blesser la relation avec soi-même. Ça crée des manques de confiance en soi, des manques d'estime de soi. Ça va aussi engendrer ce qu'on appelle des angoisses de performance, donc des dysfonctions sexuelles. Donc on est moins à l'aise dans la vie sexuelle en vrai, parce qu'on a des représentations de la sexualité qui font un peu peur. On se dit on ne sera jamais à la hauteur de tout ça. Et inconsciemment ou consciemment, on a une comparaison qui se met en place et qui va engendrer de l'insécurité. Et l'insécurité, donc la peur, c'est le pire ennemi dans la sexualité. Si j'ai peur, plus rien ne fonctionne. Donc on a après des relations sexuelles qui sont moins satisfaisantes. Et comme elles sont moins satisfaisantes, elles sont source de frustration. Et quand on vit pas bien les relations sexuelles, on va mettre en place des stratégies d'évitement, de fuite de la relation. Et on va préférer regarder des images, voilà, sur ces plateformes, des images pornographiques tout seul dans son coin, plutôt que d'initier un rapport sexuel amoureux qui pourrait engendrer de la frustration et de la déception. Cette industrie est juste un désastre pour la vie sexuelle déjà, tout court, pour la vie sexuelle au sein du couple aussi, et pour la vie en société aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un très très grand problème pour nos relations humaines. Il faut bien comprendre une chose, hein, si on veut résumer. C'est que cette industrie, la pornographie, c'est pas l'histoire de mecs, je dis des mecs parce que c'est produit à 95% par des hommes, qui se disent on va faire quelque chose, c'est qu'on va produire des images pour faire en sorte que les gens fassent hyper bien l'amour, soient hyper heureux sexuellement, développent leur imaginaire érotique et vraiment qu'on puisse accomplir ce grand projet, ce grand rêve, cette grande aspiration à être libre sexuellement. Non, c'est des mecs qui se mettent autour d'une table et qui se disent comment on va faire un maximum d'argent. On va faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible derrière leur écran pour augmenter le trafic sur ces plateformes et augmenter du coup le prix de la publicité et pour se faire du coup de l'argent en vendant ces espaces publicitaires. Donc l'objectif n'est pas que vous alliez faire l'amour. L'objectif c'est que vous restez comme un con, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, le plus longtemps derrière votre écran. Et ben ça marche, ils sont très forts. Ils ont mis en place toute une stratégie qui est extrêmement efficace. Mais donc finalement les gens sont derrière leur écran. Et ils ne sont plus en train de faire l'amour en vrai, avec des vraies femmes, des vrais hommes de la vraie vie. Il y a aussi une forme de ras-le-bol général, j'ai l'impression, et je vais citer un commentaire sous l'une de tes vidéos sur ta chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, il y avait un pseudo. Tout simplement un ras-le-bol général, quand on voit à quoi se résume le quotidien, entre métro bondé, malpropre, stress pour se rendre au travail, pression professionnelle, difficulté pour trouver un logement à prix décent, impôts à ne plus en finir, inflation galopante, il est difficile de se projeter, d'avoir envie de faire des galipettes le soir, une fois la journée finie. Qui mène peut-être aussi à, tiens, je vais démarrer juste ma tablette et regarder des vidéos tout seul, sans faire l'effort d'aller rencontrer l'autre. Mais c'est intéressant parce que ces témoignages-là illustrent un propos que je défends aussi dans mon livre, c'est que je dis que la pornographie, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire que ça nous abrutit face à nos vies qui n'ont pas de sens, ou des injustices qu'on peut constater, ou une situation stressante, ou bon, on peut se regarder ces images-là, ça va nous apporter un shoot de dopamine, ça veut dire du plaisir immédiat, ça veut dire qu'on va être dans un état de bien-être pendant quelques minutes, mais la raison de mon stress, de mon insatisfaction de vie, de mon malheur, va rester. Le porno, c'est l'opium du peuple. C'est ce qui permet aux gens qui ont des situations insatisfaisantes au travail, qui n'en peuvent plus de la pression, qui sont fatigués, qui sont pas bien dans leur vie, ben finalement d'avoir un petit shoot de dopamine, de plaisir qui va leur apporter de la détente sur le moment, mais en réalité qui va rien changer à leur état d'insatisfaction. Est-ce que tu reçois à ton cabinet des gens qui ont ces questions? Par exemple, j'imagine une femme qui arrive chez toi et qui dit voilà, mon mari consomme du porno, ça m'inquiète, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Si, bien sûr que je reçois en consultation des femmes qui viennent parce qu'elles ont découvert la consommation de pornographie de leur mari et que ça les choque par rapport aux valeurs profondes qui sont les siennes et puis même celles du couple. Parfois, ils se sont engagés aussi à avoir une forme d'exclusivité sexuelle et la pornographie vient un petit peu malmener cette valeur-là, par exemple de fidélité. Mais aussi souvent, j'ai aussi en consultation des couples qui viennent parce que la pornographie, il y a un moment où on s'en lasse un petit peu. On veut augmenter la dose. Et donc, on va aller après dans un salon de massage ou on va aller consulter des cam girls ou enfin, voilà, d'autres dérivatifs de cet univers de la prostitution qui est la pornographie ou alors carrément voir des prostituées. Et un jour, ça se sait. Et ce jour-là, le couple explose en 1000 morceaux et ils viennent dans mon cabinet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remonte le fil et qu'on découvre que bien souvent, tout ça a pris son origine dans l'enfance.
Son mari avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, quand il a vu ses premières images pornographiques. Et ça a choqué son imaginaire. Et après, il s'est débattu avec ça, il a fait comme il peut, il est tombé dans l'addiction. Et comme toute forme d'addiction, il y a un risque de vouloir augmenter les doses. Quatrième point qui pourrait expliquer que on ne se retrouve plus au lit, c'est parce il devient dangereux de draguer. En tant que simple homme sur Terre, d'à peu près 50 ans, je vois parmi mes amis des hommes qui se font recaler, des hommes dont on se moque. Je vois aussi à la télévision, peut-être parfois mes stars de la radio, pensez à qui vous voulez, mes stars de cinéma, mes stars du journal de 20 heures, avoir, à tort ou à raison, se faire détruire médiatiquement. Et je vais citer la phrase d'une personne, encore une fois, sous l'une de tes vidéos, qui dit, c'était un homme pour le coup, qui dit « La dernière fois que j'ai fait une tentative d'approche, entre parenthèses, c'était au travail, non seulement j'ai pris un râteau, mais en plus, une menace de dénonciation. 3 mois plus tard, à ma grande surprise, les rôles se sont inversés. Je suis resté de marbre car c'était trop risqué. » C'est intéressant parce que dans le secret des confidences entre amis, dans le secret d'un cabinet, on va avoir des femmes qui vont dire « J'aimerais tellement être draguée » ou « J'aimerais tellement pouvoir ressentir le désir des hommes sur moi », alors que ça ne se dit pas publiquement. Quand tu sors dans la rue et que tu t'es fait belle et qu'on te dit oh, « C'est trop joli, madame », ça peut être très agréable. Et en même temps, aujourd'hui, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, parce que en quoi tu te permets d'avoir un jugement sur la façon dont je suis habillée et comment je suis. Donc, c'est vrai que je comprends très bien les hommes qui ne se sentent pas en sécurité pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Je les comprends quand ils parlent de la conscience des risques d'aller aborder une femme parce que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, une femme peut aller vraiment dénoncer, que ce soit à son DRH ou ailleurs, un comportement de séduction. Et puis en plus, on rajoute à ça que voilà, si on parle de l'alcool, et ben si on prend un verre avec une femme et qu'elle est un peu alcoolisée, et ben son consentement est altéré puisque l'alcool vient désinhiber et nous empêcher de. Il existe une loi qui dit que si une femme boit 2 verres d'alcool, son consentement pourrait être remis en question. Donc tu vas à un date en tant qu'homme, tu lui offres 2 verres, tu pourras avoir des soucis par rapport à la loi par la suite. Donc, t'imagines bien que c'est hyper stressant. Quand tu sais que si elle boit plus de 2 verres, elle pourrait dire qu'elle a son consentement qui a été altéré par l'alcool, parce qu'elle a son esprit qui est plus tout à fait lucide, bah, t'as un petit peu peur de ce que tu pourrais engager sexuellement avec elle. Et c'est vrai que ça génère de l'insécurité chez les hommes, et je comprends. Donc c'est vrai qu'on a un vrai problème aujourd'hui dans la façon dont on va se séduire, la façon dont on va engager un rapport amoureux, un rapport sexuel, et que du coup, ben... ce qui est proposé de façon virtuelle semble beaucoup plus sécurisant. Bah ouais, là, derrière son écran, au moins on a l'impression de ne pas avoir de risque on porte plainte contre nous. Et donc finalement, il y a une disparition des relations sexuelles parce que on se sent insécurisé dans ces relations-là. C'est aussi une situation où tout le monde est perdant. Les hommes se disent on est les victimes, c'est les femmes qui gagnent là-dedans. Les femmes se disent mais je suis plus dragué. Et la grande surprise quand j'accompagne des femmes en coaching, c'est de leur montrer que les hommes vivent quelque chose qui est aussi dur qu'elles. Et je montre aux hommes que les femmes vivent quelque chose d'aussi dur qu'elles. Les hommes me disent, oui, mais elles vont sur un site de rencontre, elles ont 3000 hommes qui vont la draguer. Oui, mais le système ne marche pas. Si ça ne marche pas d'un côté, ça ne marchera pas de l'autre côté non plus. Il n'y a personne qui gagne à ce jeu-là. Ouais. 5e et dernier point de cette recherche de pourquoi est-ce qu'on se rencontre moins, pourquoi on se retrouve moins sous la couette, c'est l'infidélité. Et tu as fait, je dirais, il y a à peu près 7 ans de ça, un TEDx sur les Champs-Élysées qui s'intitulait « Pourquoi l'infidélité ?» 700 000 vues, un sketch qui aurait probablement gagné Florence Foresti parce que c'était avec du fond, de la forme, drôle et super sérieux. La foule était captivée par ça. Est-ce que c'est un sujet pour lequel on te consulte beaucoup, l'infidélité ? Ouais, c'est un sujet pour lequel on me consulte beaucoup. Est-ce que tu adores ça, l'infidélité ? Mais c'est ma passion, ce sujet, c'est ma passion. J'adore, je trouve ça super intéressant comme problématique de couple, hyper intéressant. C'est marrant que tu parles de ce TEDx parce qu'effectivement, j'ai parlé de l'infidélité avec beaucoup d'humour. Ça m'a fait du bien, ça a fait du bien à toute la salle qui était là, qui a adoré parce que vraiment, voilà, on sentait cette dimension de légèreté. Mais par contre, ça a choqué aussi certaines personnes parce que il ne faudrait pas parler de ce sujet en riant de la situation. Donc, on a vu que ça a un peu clivé les gens. Tu dis dedans, une femme te consulte et elle dit c'est bizarre parce que j'aime mon mari mais je ne veux plus de lui.
Et lorsque le mari arrive dans la pièce, tu dis, je comprends tout à fait pourquoi vous ne voulez plus de lui. Il s'est laissé aller. Et l'une des questions que tu poses, c'est oui, mais est-ce que d'autres femmes veulent de lui? C'est vrai, mais en fait c'est vrai que je me permets de rire de ça, mais parce que il y a un moment il faut aussi dire les choses. Mais oui, il y a beaucoup de non-dits par rapport à la sexualité féminine, par rapport au désir, et on en revient au fait que dans notre société actuelle et par rapport au féminisme dont on a parlé ensemble, Antoine, c'est que on ne peut pas dire que l'homme qui va provoquer du désir sexuel chez nous, c'est un homme souvent qu'on va regarder comme un homme qui est viril. Oh, c'est un gros mot, on ne peut pas dire viril, c'est vraiment un mot qu'il faut absolument déconstruire, mais viril, ça veut dire quoi? À mon sens, ça veut dire un homme adulte. Adulte, ça veut dire quoi? Qui s'assume, qui a confiance en lui, qui ose, qui est courageux, qui entreprend, et pas un gentil petit mari tout docile, tout soumis, un canard, comme on dit, qui va suivre vraiment ce qu'on veut. Cet homme-là, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je fais des consultations depuis plus d'une quinzaine d'années. J'écoute l'intime des femmes et des hommes de notre époque. Il n'y a jamais une femme qui m'a dit « Ah, c'est un homme comme ça qui m'excite ». À chaque fois que je demande comment est votre amant, elle me dit « Mais il incarne ces valeurs de virilité ». Sauf que ça, c'est décrié aujourd'hui. Faudrait pas. Et donc, en fait, il y a une sorte de paradoxe parce que finalement, dans le désir sexuel, il y a encore quelque chose un peu d'universel qui reste. C'est qu'on a besoin d'avoir un peu ces polarités de virilité, de féminité. En tant qu'homme, on n'a pas compris. 50 nuances de gris, on n'a pas compris. Alors, mais MeToo d'un côté, 50 nuances de gris de l'autre, on s'est dit, mais tu sais, on s'est dit, mais qu'est-ce que vous voulez là-dedans? Vous voulez d'un côté qu'on soit respectable, d'un autre côté votre meilleur livre et le film qui a été un carton aussi au passage au cinéma, c'était 50 nuances de gris, à savoir un mec beau gosse qui la tient quasiment en captivité en signant un contrat, qui utilise son corps, n'en a rien à faire d'elle, qui lui crée une chambre rouge pour abuser d'elle et la blague qui sortait de ça, c'était la seule différence entre un agresseur et un romantique, c'est juste son compte en banque. C'est ça que les hommes ont imprimé à la fin. Alors que j'imagine que c'est pas ça. Ouais, et en fait, comme tu dis, t'imagines que c'est pas ça. La seule vérité, c'est que tout est une histoire de contexte et d'intention. C'est ça, toute la subtilité et la complexité dans la sexualité, c'est qu'un même acte peut être un crime ou peut être la plus belle chose à vivre sur Terre. Le même acte, tout va dépendre du contexte et de l'intention. Et c'est pour ça que on a besoin d'échanger sur ce sujet, de dialoguer. On a besoin vraiment de comprendre cette complexité de la sexualité. Sinon, on va dire, on va avoir un esprit un peu binaire. Donc le fait d'être un moment, ce type de pratique sexuelle, par exemple, c'est pas toujours mauvais. Tout dépend du contexte, en fait. Tout dépend du contexte et de l'intention. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut... L'infidélité. Il y a plein de courants de pensée. On peut retrouver, par exemple, Esther Perel, qui est très connue dans ce domaine-là, qui est alors, elle est en Amérique, mais elle est origine de Suisse, d'Allemagne, je pense. De Belgique. Elle est d'origine belge. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Je t'aime, : je te trompe », qui ne prône pas l'infidélité, mais qui dit que c'est pas si grave ou que ça apprend plein de choses sur soi. Il y a d'autres psychiatres qui vont dire que seules 2 personnes détraquées se remettraient ensemble suite à une infidélité. Donc dans un cas, on va dire qu'on ne se remet jamais d'une infidélité. Dans l'autre, que c'est une excellente chose. Toi, au quotidien, tu reçois des couples qui ont vécu des infidélités. Est-ce que tu sais dire ceux qui resteront ensemble ou pas? Vous n'allez pas me croire, mais honnêtement, quand un couple vient et me partager une situation où il y a de l'infidélité, je peux vous dire hyper rapidement, quelques secondes, quelques minutes, s'ils vont réussir à réparer le lien ou si ça va s'arrêter. Alors, je dis ça parce que ça fait des années et des années et des années que j'écoute ces situations-là et qu'à force de les écouter, on a une compréhension quand même de la situation. Et donc, en fait, ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il y a des couples qui arrivent à réparer le lien quand il est abîmé et qui arrivent à surmonter l'épreuve de l'infidélité. L'infidélité, ça reste une épreuve. Ça reste une épreuve. Ça fait mal à tout le monde et au départ, c'est pas quelque chose qu'on souhaite pour la relation. En revanche, c'est pas parce qu'il y a cette épreuve que tout s'arrête. En fait, quand quelque chose est cassé,
on peut essayer de le réparer. Et même parfois, quand on répare cette chose cassée, elle a une certaine valeur. C'est la même chose dans les relations. Donc, on peut réparer une relation qui est abîmée par l'infidélité, c'est possible. Et tout va dépendre du sens que prend cette infidélité. Tout va dépendre de l'origine de cette infidélité. Et là, c'est pour ça que j'ai dit que j'arrive assez rapidement à savoir si oui ou non on va pouvoir réparer le lien. C'est dès qu'on a compris pourquoi, en fait, et qu'est-ce qu'on a été chercher. On a l'impression, peut-être dans une vision assez traditionnaliste, que les femmes s'adaptent plus et auraient plus tendance à accepter ça, un peu comme nos mères, nos grands-mères auraient pu le faire à l'époque, et que les hommes l'accepteraient un petit peu moins. Est-ce que c'est toujours vrai ou pas? Ouais. Non, alors attention, c'est plus vrai ça, d'accord? Ça c'était à l'époque. Donc si vous avez plus de 45 ans, c'est plus vrai. Moins de 45 ans, non. Donc si vous avez plus de 45 ans, vous pouvez peut-être, pardon, je sais pas. Si vous avez plus de 45 ans, peut-être que vous avez encore ces idées-là, mais si vous avez moins de 45 ans, sachez que ce n'est plus vrai. Si il y a un problème dans la relation, les femmes sont aussi tout à fait capables de dire ça ne me convient pas, du coup, on l'arrête. Sachez que le divorce est demandé 3 fois sur 4 par les femmes. Ce sont elles qui demandent le divorce et ce sont elles qui sont prêtes à vraiment mettre un terme à la relation. Donc, attention à ces fausses croyances. Et derrière, on a l'idée que les hommes, ils ont besoin de ça, que les hommes seraient infidèles par nature. C'est des phrases qui reviennent très souvent, ça. Les hommes ont besoin de ça, les hommes ne savent pas se retenir. Je dois même le surveiller parce qu'il va être tenté. Je sais pas, ce serait un peu comme emmener un enfant obèse dans un magasin de bonbons, se dire il va forcément en manger plein. Et les femmes, je l'entends très souvent. Je dois le surveiller. Ce pauvre, il est victime de lui-même. Il va aller voir ailleurs. Exactement, c'est vraiment les croyances qu'on enseigne et qu'on transmet de femme à femme, et c'est comme ça qu'on doit envisager la relation avec son homme. Mais alors c'est pour ça que j'en ai reparlé dans ce TEDx, j'ai voulu un peu péter cette croyance en disant que mais les femmes aussi sont infidèles, évidemment. Moi je reçois plein de femmes infidèles. Il faut arrêter avec cette idée que c'est que les hommes qui le sont, parce que d'ailleurs ils le sont avec qui? Avec des femmes, donc forcément il y a des femmes aussi infidèles. Mais on a cet inconscient collectif que l'homme, il va être par nature infidèle, et du coup il faudrait le surveiller, être sur lui. Il faudrait par exemple répondre à tous ses besoins sexuels, parce que sinon il va aller voir ailleurs. Et donc on a des visions totalement fausses qu'il faut déconstruire aujourd'hui pour amener des relations beaucoup plus saines. Et donc par rapport à l'infidélité, le point c'est d'abord, il y a différents types d'infidélité, mais de revenir sur ce qui va blesser le plus le couple dans l'infidélité, c'est d'abord le mensonge et la trahison. C'est ça le problème de l'infidélité. C'est le mensonge et la trahison. Et finalement, c'est pas le fait que elle ou il a été voir ailleurs, il y a eu des rapports sexuels ou même des rapports amoureux, c'est le fait que tu m'aies menti, que tu m'aies trahi. Donc, c'est un problème de la confiance. C'est pour ça que c'est très difficile à réparer. Parce que dès qu'on touche la confiance, c'est difficile à réparer. Donc, là aussi, on va travailler sur la communication dans le couple. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se dire les choses? Qu'est-ce qui fait que quand je te dis les choses, tu n'arrives pas à les entendre? On n'arrive pas à faire évoluer la relation. Par exemple, je te dis que je suis frustrée sexuellement. Je te dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, pendant 7 ans, 8 ans, tu m'entends pas, il y a un moment, merde, je vais aller voir ailleurs, parce qu'en fait, moi, j'ai envie de me sentir vivant aussi physiquement et sexuellement. Et là, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'as pas entendu mes besoins d'amour? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas bien communiqué sur ce sujet? Pourquoi est-ce que c'était bloqué? Et quand on y revient, on peut peut-être arriver à s'aimer autrement. Mais dans l'infidélité, il y a aussi la question de la co-responsabilité, quoi. Donc, à la fois, c'est la personne qui va, à un moment, passer la ligne rouge, mais le couple, c'est une danse qui se fait à 2, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'est entraîné dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut penser d'un couple où l'un des deux va voir ailleurs? Prenons le cas de l'homme. L'homme part voir ailleurs, alors que dans le couple, tout se passe bien. Ce qui est extrêmement perturbant. J'entends bien, ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu de relation intime dans un couple, il finit par craquer avec la première, au bout de 7 ans, avec quelqu'un qui passe. Maintenant, il y a aussi ces hommes, et ces femmes, hein, mais prenons le cas des hommes, il y a aussi ces hommes qui vont tromper alors que tout se passe extrêmement bien dans le couple. Comment est-ce qu'on l'explique? Ces infidélités-là, elles sont assez intéressantes parce que justement, c'est pas le couple qu'on va interroger, c'est le rapport de l'homme lui-même avec son désir sexuel ou sa pulsion sexuelle. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller rechercher au travers de ces différentes conquêtes? Est-ce que c'est juste la question vraiment de il ne sait pas gérer ses pulsions sexuelles? Est-ce que c'est un besoin d'exploration, un besoin de challenge, un besoin d'aller respirer? Et là aussi, je dirais qu'il ne faut pas faire de généralité et d'essayer de bien comprendre ce qui est en jeu. Et quand on prend le temps d'écouter,
ben parfois il y a des choses assez profondes derrière. Des, un rapport à soi ou à la sexualité qui a pu être blessé dans l'enfance, au collège ou au lycée, qui peut ressortir à l'âge adulte, une difficulté en fait à se maîtriser. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que quand tu fais ça, quand tu vas avoir multiplié des rapports sexuels en dehors de ton couple, est-ce que tu es bien avec ça? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que ça te rend joyeux? Est-ce que ça te rend vivant? Ou est-ce que tu te sens mal avec ça? Et moi, en fait, ce que je voudrais vraiment comprendre, c'est quand la personne ne se sent pas bien avec ça, et c'est souvent le cas finalement. Je fais quelque chose que je ne voudrais pas, je fais le mal que je ne voudrais pas, et c'est important de comprendre pourquoi je fais ça. Et ça, j'ai beaucoup de personnes ici en consultation qui viennent et on essaie de comprendre. Et parfois, aussi, j'ai beaucoup d'hommes, il y a un problème aussi de gestion émotionnelle. C'est-à-dire que dès que la sexualité est très pulsionnelle, c'est qu'on a beaucoup d'émotions désagréables comme la frustration, la colère, la tristesse, bref, plein d'émotions qui sont là. Mais comme on n'a pas appris aux hommes à exprimer leurs émotions, à savoir les gérer, souvent le sexe est le seul lieu pour savoir gérer les émotions. Et donc, ils vont avoir un rapport très pulsionnel à la sexualité. Donc ça, on peut le changer par l'éducation à la gestion émotionnelle. Et puis après, il y a ce besoin aussi d'exploration. On n'est pas vraiment fait pour le mariage. On n'est pas vraiment fait pour l'amour fidèle. Il faut dire les choses. C'est pas naturel de rester fidèle avec quelqu'un. Tu rejoins Esther Perel finalement. Non, mais par contre, c'est un désir qu'on a profondément. Donc ça veut dire, ça va demander de développer des capacités, on va dire, très humaines, de développer, exercer sa volonté, exercer vraiment une bonne communication au sein du couple, etc., pour arriver à vivre ce désir. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui fait que les femmes vont voir ailleurs? Et j'ai lu un article que j'ai trouvé intéressant à ce sujet. N'est pas satisfaite dans son couple, mais il y a les enfants, la famille, la maison, les emprunts, la voiture, etc. N'est pas satisfaite dans son couple. Elle va voir ailleurs. Temporairement, elle est très heureuse avec son affaire, sa relation adultère. Et ça se passe mieux à la maison. Et puis finalement, avec l'amant, ça n'apporte plus autant de satisfaction de ça. Alors, elle revient au bout de quelques mois vers son homme. Tout d'un coup, ils se retrouvent au lit, mais c'est plus satisfaisant. Et comme une espèce d'oscillation, elle repart voir quelqu'un d'autre, comme si elle pouvait osciller de l'extérieur vers l'intérieur sur des temporalités de quelques mois à chaque fois. Donc tout d'un coup, le mari se dit « Waouh, ça se passe enfin bien au lit », alors qu'en fait, c'est juste le retour mental de sa femme à la maison après avoir eu une affaire. Beaucoup de femmes ont énormément de difficultés à concilier les différentes facettes de leur personnalité, c'est-à-dire être à la fois épouse, mère et amante. Parce qu'en fait, dans la construction de leur vie sexuelle, elles sont restées dans ce clivage entre à la fois cette figure de la Vierge Marie, vous voyez, la Sainte Vierge, c'est quand même tout un concept avec tout le respect que je dois à la religion, c'est ce visage de la mère, mais qui est vierge. Et on nous précise bien qu'elle est vierge. Donc, elle a eu des enfants, mais elle n'a pas de vie sexuelle. Et elle, c'est une sainte. Donc, c'est quelqu'un de bien, de respectable, d'aimable. Et donc, cette figure de l'épouse et de la mère qui est asexuelle. Et de l'autre côté, il y aurait ce visage de cette femme qu'on peut appeler la putain, celle qui a du désir, du plaisir, des fantasmes, qui est puissante, qui est sexuelle. Et elle, c'est pas bien, d'accord? Donc, on grandit avec ces deux visages de femmes. Il y en a une qui est bien, une qui est mauvaise. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas réconcilier ces différents visages, qui vont pas se dire je peux être à la fois épouse, à la fois mère et à la fois hypersexuelle et d'avoir du plaisir, du désir, des fantasmes, etc. Et donc, le jour où elles sont dans un couple stable, c'est-à-dire avec un homme qui les respecte et qui les aime, là, pouf, elles shift. Elles sont plus du tout capables d'avoir une vie sexuelle, on va dire, libérée, épanouie. Le jour où elles deviennent mères, là, c'est la fin. En un coup, là, c'est plus possible. Elles veulent plus montrer cette femme un peu sauvage, parce qu'elles se disent, non, ça, c'est pas bien. Et alors, elles arrêtent, en fait, d'être cette femme-là, parce qu'elles estiment que c'est pas ce visage-là qu'elles veulent montrer à l'homme avec qui elles partagent leur vie, parce qu'elles veulent montrer une image plus respectable et plus aimable. Et donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, elles peuvent avoir envie de redécouvrir cette dimension sexuelle en elles, mais avec un autre homme qui n'est pas leur mari. Et là, d'un coup, pouf, elles peuvent complètement se lâcher. C'est comme si elles n'arrivaient pas à se lâcher sexuellement avec l'homme qu'elles aiment et qui les aime. Et ça, c'est un truc, mais pouf,
La majorité des femmes ont ce problème-là. La C'est- majorité. C'est pour ça que la majorité ne sont pas épanouies sexuellement. Et les hommes sont hyper tristes parce qu'ils voudraient tellement voir leur femme être aussi un peu sauvage et sexuelle. Et d'ailleurs, je vois tout le temps en consultation, des hommes qui me racontent, je comprends pas. Au début, ça se passait méga bien sexuellement. Elle était super libérée, on s'envoyait des sextos, etc. Et puis pouf, ça s'est arrêté. Bah, c'est à cause de ce que je viens de vous raconter. Ce sujet pourrait faire l'objet d'une vidéo Ah oui, d'une heure ou deux ou trois. je te dis, c'est ma C'est ta passion. passion. L'infidélité, c'est ma Euh, passion. tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, mettez un like, partagez cette vidéo et mettez le mot infidélité dans les commentaires, juste que je puisse calculer le nombre de gens qui aimeraient qu'on refasse une vidéo sur ce sujet, sur l'infidélité. Thérèse, un immense merci pour ton temps, pour cet éclairage, pour cette fraîcheur aussi de ton discours et de cette bienveillance. Je mettrai le lien vers tes livres juste en dessous et on se retrouve très bientôt. Merci à toi. Et c'est vrai qu'on a envie de poursuivre cet échange. Merci aussi pour tout ce que tu fais. À bientôt.